Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Je vous résume la partie 1 de la saison 2 de Mushoku Tensei pour anticiper l'arrivée de la deuxième partie prévue pour le 7 avril. Lorsque la région du Fitoa a subi la catastrophe ayant téléporté Rudus dans la région des démons, Sylphie de son côté s'est vue tomber en plein milieu du palais royal d'Azura. Elle exécute un sort pour freiner sa chute en plein sur un monstre qui allait attaquer la princesse Ariel. Pour la remercier de lui avoir sauvé la vie, cette princesse décide de la nommer garde du corps à ses côtés. Pour cacher son identité, elle lui donne des lunettes et change son nom pour Fitz. Dorénavant, aux yeux de tous, Sylphie est un jeune homme, elfe discret, nommé Fitz. Elle travaille aux côtés de Luke, qui est également le bras droit de la princesse. Au sein du palais d'Azura, Sylphie apprend peu à peu les rudiments de la vie des nobles, l'apprentissage des bonnes manières, des salutations, des présentations, etc. Sir Pilmon, le père de Luke, rappelle à la princesse Ariel qu'ils ont une entrevue tous les deux à l'abri des regards. Travaillant sous Grabel, le frère d'Ariel, mais étant infidèle de cette dernière, il ne peut agir sans prendre des précautions. D'ailleurs, en parlant de son frère Grabel, il a pour projet d'assassiner sa sœur Ariel sous les conseils du Premier ministre Darius, pour éviter qu'elle gagne trop en notoriété auprès des citoyens du royaume. Sylphie passant de très mauvaises nuits depuis sa téléportation, la princesse Ariel lui propose de passer la nuit avec elle. Durant cette nuit, un assassin tente de les tuer, elle est connue sous le nom de Faucon Nocturne, mais Sylphie parvient à la faire tomber du haut du château grâce à un puissant souffle. Après cet incident, Sir Pilmon conseille à la princesse Ariel de quitter les lieux pour un moment, le temps que les choses se calment. Luke et Sylphie comptent bien l'accompagner pour sa prochaine destination, faisant passer son départ pour un voyage aux yeux du peuple. Pour Rudus, les choses sont plus compliquées. Il arrive dans les régions froides du Nord à la recherche de sa mère Zénith. Il se rend à la taverne du coin pour supprimer son groupe qu'il a créé avec Eris et Ryugerd pour demander à réaliser une mission seule. C'est alors que Suzanne, une gardienne qu'il connaît depuis 2 jours, vient lui proposer son aide. Elle fait partie d'un groupe qui se nomme Kuntoraro, dont elle est la vice-chef. Elle présente les autres membres du groupe, Timothy, un mage de type offensif, Mimir le soigneur, Patrice, gardien tout comme elle, et enfin Sarah l'archère. Dès le lendemain matin, à l'aube, le groupe se dirige vers un nid de grizzly ancien pour réaliser l'objet de la quête. Pour y parvenir, sans trop de soucis, Suzanne fait part de son plan. Rudus s'occupe de les ralentir, tandis que Timothy les attaque avec ses sorts de feu. S'ils arrivent jusqu'à eux, Patrice et elle-même s'occupent de les intercepter, et enfin Sarah se charge de les défendre à distance. Tout se passe parfaitement bien, mais Rudus entend d'autres ours non loin d'ici, il s'agit d'un groupe d'ours noirs qui viennent de derrière. Le groupe est alors pris en tenaille. Rudus pense même à se laisser mourir, encore affecté par le départ d'Eris, mais heureusement, voyant les membres du groupe se donner à fond pour survivre, il se réveille et balance une énorme boule de feu pour tuer l'ensemble des ours restants. Une fois la mission terminée, le groupe récupère tout ce qui est possible des ours et fait ça à la taverne en payant une tournée à tout le monde. Les mois passent et Rudus s'entraîne physiquement afin de rendre son corps plus robuste. Il réalise toujours quelques quêtes avec le groupe Kuntoraro et justement, ils viennent lui proposer de se joindre à eux pour une quête. Ils se rendent dans les ruines de Gargo à la recherche d'écailles de dracs des neiges. Tout se passe bien, les dracs en question ne sont pas présents car en groupe ils peuvent être redoutables. Soudain, des bruits se font entendre, les dracs en question rappliquent. Comme pour la première quête qu'ils ont réalisée ensemble, Rudus semble ailleurs, l'envie de tout arrêter reprend le dessus, mais son groupe est aidé par un autre groupe, celui des Step Leaders, mené par un homme que l'on appelle Zoldat Éclair. Après avoir exterminé tous les dracs des neiges, Zoldat monte dans les tons en accusant le groupe de Timothy d'avoir voulu prendre leur proie. Après avoir dissipé ce malentendu, au fait qu'il réglait une autre quête que la leur, Zoldat s'excuse, puis tout le monde retourne à la taverne festoyer. Zoldat ne porte pas du tout dans son cœur Rudus, qu'il estime complètement faux avec son sourire forcé. Pour lui, il n'est qu'un gamin qui ne va pas au bout des choses, ça se voit à son regard. Le lendemain, Rudus apprend de Suzanne que Mimir le soigneur est mort et qu'ils ont perdu la trace de Sarah. Un blizzard s'est levé cachant toute visibilité, ils se sont fait attaquer par des buffalos des neiges près de la forêt de Tria à l'ouest de la ville. Rudus décide d'y aller seul, il retire le blizzard et élimine tous les buffalos sur son chemin. Il trouve Sarah immobilisée dans un arbre qu'il délivre rapidement. Étant trempés, ils s'abritent tous les deux pour se réchauffer et sèchent leurs vêtements.
Une fois fait, il rentre à la ville où il retrouve Suzanne et les autres morts d'inquiétude. Depuis cette mission, Rudius réalise quasiment toutes ses quêtes avec Hunter Harrow. Il se rapproche de plus en plus de Sarah, au point que cette dernière souhaite poursuivre la soirée dans sa chambre. Rudius est plus que ravi, il va enfin pouvoir goûter au plaisir de la chair, cela remonte à longtemps pour lui, mais soudain la panne sèche. Rien ne se passe, il est impuissant. Il se rend à la taverne du coin pour oublier la honte qu'il vient de subir, il s'en prend même violemment à Zoldat en lui disant ce qu'il a sur le cœur. Face à sa détresse, ce dernier ne peut s'empêcher de vouloir l'aider. Rudius lui explique son souci d'impuissance, alors Zoldat lui propose d'aller voir des professionnels pour voir si ça peut l'aider à redresser la barre. Ils s'y rend alors, mais malgré le corps fantastique de la femme choisie, il n'arrive toujours à rien. Elle pense qu'il peut s'agir d'un blocage, d'une peur d'être confié à une femme qu'il ne connaît pas. Zoldat essaie de lui remonter le moral, mais Rudius se grille tout seul en fanfaronnant qu'il ne pouvait pas être excité devant le corps d'une fille comme Sarah. Ce qu'il désire lui, c'est le corps d'une vraie femme avec de jolies formes. Timing très mal choisi par ses soins, puisque la principale intéressée a tout entendu et ne manque pas de lui donner son avis. Pour oublier tous ses malheurs, Zoldat lui propose de se joindre à son groupe pour un donjon. Ils passent les jours suivants à réaliser quelques missions ensemble, et un jour, Rudius réussit même à venir à bout seul d'un dragon rouge. Sa réputation n'est plus à faire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'une personne est parvenue à lui mettre la main dessus. Elena Lise Dragonroad, une amie de Roxy. Elle lui annonce une très bonne nouvelle, la localisation de sa mère. Elle se trouve à la cité labyrinthe de Lapan, sur le continent Bégalite. Elle lui conseille de prendre son temps avant de s'y rendre, afin d'être bien préparé. Roxy et son père Paul sont déjà en chemin pour le continent Bégalite. Dès lors, Elena Lise reste avec lui et partage sa chambre. Pendant qu'il s'entraîne, elle passe son temps à chevaucher les hommes. Un jour, Rudius reçoit une lettre provenant de Genius, le doyen de la faculté de magie de Ranoa. Il lui propose une place en tant qu'auditeur libre, ce qui lui permet d'éviter les frais d'inscription et de jouir de leurs ressources pour mener les recherches qu'il désire. Lors d'un rêve, il retrouve Itogami, l'identité qui l'a accueilli dans ce monde après sa mort. Il lui conseille de se rendre à cette faculté de magie avant de prendre le chemin pour retrouver sa mère, sous peine d'être extrêmement déçu. Rudius décide de l'écouter et prend alors la route pour Ranoa en compagnie d'Elena Lise. Il dit au revoir à son ami Zoldat, qui compte sur lui pour repasser le voir à l'occasion. Arrivé à Ranoa, il rencontre Genius le doyen, qui lui présente brièvement les lieux. Il lui demande de bien vouloir le suivre pour montrer ce qu'il est capable de faire face à un autre étudiant qui n'utilise pas d'incantation lui non plus. Il s'agit de Fitz, ou devrais-je plutôt dire de Sylphie. Rudius ne la reconnaît pas avec sa nouvelle couleur de cheveux et ses lunettes. Il se présente de manière tout à fait classique. Présentation faite, il commence le combat, mais dès que Fitz commence à lancer son sort, Rudius l'en empêche en utilisant Disturb Magic et la met à terre. Il ne souhaite pas l'humilier devant les autres élèves, alors il l'aide à se relever, prétextant qu'il est allé tranquille car il est nouveau à la faculté. Après cette petite démonstration, il se rend à sa classe où il rencontre ses camarades. Il y retrouve Zanoba, le troisième prince du royaume Chiron, et accro aux figurines de Rudius. Il y a aussi Ligna d'Edoldia, Pursona, Cliff Grimoire, un mage un poil arrogant. Il ne manque plus qu'une élève, mais elle n'est pas présente à son arrivée. Elle s'appelle Silent, elle reste la plupart du temps dans son dortoir. Il se rend ensuite à la bibliothèque de la faculté pour commencer ses recherches sur la disparition de la région de Phytoa. Il croise Fitz qui lui conseille de consulter certains ouvrages qui pourraient l'aider dans ses recherches. Les journées passent, Rudius assiste à tout type de cours, curatives, antidotes, protection, et en dehors des cours, il passe le plus clair de son temps à faire des recherches sur la téléportation. Zanoba n'arrête pas de lui demander de lui apprendre l'art de la création des figurines, alors à force, il finit par céder. Il lui explique comment s'y prendre, mais Zanoba n'est pas du tout manuel. Rudius en parle à Fitz, qui lui propose une solution qui est parfois utilisée chez les nobles, recruter un esclave qui fabriquera à sa place ses figurines. Tous les trois partent alors chez un commerçant d'esclaves et tombent sur une enfant de petite taille de 6 ans. Rudius l'emmène avec lui et la nomme Julie. Elle apprend la construction des figurines en compagnie de Zanoba, puis l'écriture et la lecture avec Rudius. Un mois s'est écoulé depuis la venue de la petite Julie, et ses progrès sont spectaculaires. Elle commence à créer des petites pierres sans incantation. Rudius tient justement à revoir sa magnifique figurine de Roxy, qu'il a confiée à Zanoba, sauf que ce dernier, dégoulinant de stress, lui présente la figurine en 1000 morceaux. Il l'a parié lors d'un duel face à Ligna et Pursona, qui lui ont fracassé. Rudius compte bien se venger et provoque alors un 2v2 face à elle. Il le remporte bien évidemment haut la main, mais pour les punir, il demande conseil une nouvelle fois à Fitz. Ce dernier a une idée, il dessine sur leur visage et les menace de les rendre indélébiles si jamais elles continuent à poser problème à Rudius.
De peur, elles obéissent instantanément et appellent même Rudus chef. Ça montre le respect qu'elles ont pour lui dorénavant. En se promenant dans le jardin de la faculté, il tombe sur Cliff Grimoire, l'un de ses camarades, qui est en train de se faire brutaliser par une bande d'étudiants. Rudus les fait fuir, mais Cliff l'engueule presque avant de se reprendre pour le remercier. Et ce n'est pas pour rien qu'il se fait violence pour le remercier, puisqu'il souhaite lui demander un service. Il veut rencontrer Elinalys Dragonroad, l'elfe dont il est tombé amoureux. Rudus arrange le rendez-vous, même s'il a peur pour la suite, car Elinalys est dotée d'une malédiction qui l'oblige à changer de partenaire tous les jours, sous peine de mourir. Le lendemain, de retour en classe, il les surprend tous les deux en train de s'embrasser. Elinalys a promis de faire en sorte de minimiser les dégâts au sujet de sa malédiction, ce qui convient parfaitement au jeune couple. À côté de ça, il doit gérer les hommes bestianes en rut qui veulent provoquer en duel Persona et Linia afin d'obtenir leur faveur. Faut dire qu'il n'a pas trop de choix, elles ont convié à tous les prétendants de voir avec Rudus directement. Dès lors, il doit leur faire face, mais en se rendant dans le jardin de la faculté pour s'en occuper, il rencontre le roi démon Badigadi, le fiancé de Kishirika, l'impératrice des démons, qui lui a conféré l'œil démoniaque. Il n'a entendu que des éloges à son sujet, alors il souhaite connaître l'étendue de sa puissance. Il lui demande de lui envoyer son sort le plus puissant. Si jamais il le blesse, il gagne. Dans le cas contraire, c'est lui qui remporte le duel. Rudus se concentre alors et envoie le même sort qu'il avait utilisé lors de son affrontement face à Orted, le dieu des dragons. Son sort est si puissant qu'il propulse à plusieurs mètres Badigadi, qui s'avoue vaincu. Mais faut pas déconner, il lui fout quand même une petite patate dans la gueule, histoire d'être quitte. De retour en cours, les élèves découvrent leur nouveau professeur, Badigadi lui-même, dont la tenue lui scie parfaitement. Rudus poursuit toujours ses recherches sur la catastrophe qui a frappé sa ville natale, et l'art invocatoire l'intéresse fortement. Fitz lui conseille de demander à la meilleure élève sur ce sujet, Silent, l'élève qu'il n'a encore jamais rencontré et qui reste le plus clair de son temps dans sa chambre. Il accepte sa proposition, et tous deux se rendent à son dortoir. Lorsque Rudus l'aperçoit, il est pris d'une crise de panique incontrôlée. Il voit devant ses yeux la même fille qui était aux côtés d'Orstedt lorsqu'il a perdu la vie. Il finit même par tomber dans les pommes. À son réveil, Silent lui explique qu'elle s'appelle en réalité Nanaoshi Shizuka et que tout comme lui, elle vient du Japon. La différence entre les deux est que Rudus vient d'une réincarnation, tandis que Nanaoshi a été invoquée dans ce monde il y a 5 ans environ. Elle cherche depuis tout ce temps un moyen de retourner dans son monde initial et pour cela, elle a parcouru le monde entier en à peine 1 an en ayant eu recours au cercle de téléportation encore présent dans les ruines de la Grande Guerre. Phénomène également qui ne touche qu'elle contrairement à Rudus, l'immortalité. Elle ne connaît pas la vieillesse. Toutefois, elle a une hypothèse qui risque de chambouler Rudus et Sylphie. Elle pense être la cause de la catastrophe ayant eu lieu au sein de la région de Fitoa. Cela met Sylphie hors d'elle, qui perd son sang-froid et attaque Silent. Elle avait anticipé cette réaction en érigeant un mur de protection devant elle. Rudus parvient à la calmer en lui disant qu'elle n'est pas l'auteur de la catastrophe, mais la victime. Dès lors, Silent lui fait une proposition, répondre à toutes les questions qu'il désire en échange d'utiliser son mana pour ses recherches à trouver un moyen de retourner dans son monde d'origine. Rudus accepte son marché, il passe ses journées à jongler entre apprendre à Julie de gérer son mana, apprendre à Zanoba à façonner plus délicatement les figurines, à donner son mana à Silent, à faire ses recherches et aller en cours. Un jour, lorsqu'il est en compagnie de Fitz, ils trébuchent tous les deux. En le tenant à la taille, il se rend compte qu'il s'agit d'une fille, et plus important, son petit coucou commence à vouloir sortir de l'horloge. Il est rassuré mais veut revoir Fitz pour être sûr d'être guéri. Il est convaincu qu'elle est la clé de sa guérison. Fitz raconte à la princesse Ariel sa mésaventure avec Rudus. Ariel lui conseille de lui avouer qu'elle est la Sylphie qu'il connaît, où elle pourrait le regretter toute sa vie. Pour cela, elles mettent un plan en place. Sylphie l'invite à aller cueillir une plante particulière pour la princesse Ariel. Une fois dans la forêt, elle provoque la pluie pour qu'il s'abrite à l'intérieur d'une grotte non loin d'ici. Elle demande ensuite à Rudus de la déshabiller, puis en lui retirant ses lunettes, il reconnaît immédiatement son amie d'enfance Sylphiette. Malheureusement pour lui, l'heure de passer à l'acte n'est pas encore arrivée. Tous les deux retournent alors à la faculté et Sylphie fait un rapport détaillé à Ariel et Luc. Ariel commence à se moquer de notre pauvre Rudus, mais Luc le défend fermement, comprenant la peine qu'il doit ressentir. Pour l'aider à vaincre sa maladie, Luc donne à Sylphie un filtre d'amour, un breuvage aux propriétés aphrodisiaques qui devrait l'aider à redresser la barre. Sylphie se rend alors dans sa chambre le soir même. Ils boivent tous les deux le filtre d'amour et passent la nuit ensemble sans encombre.
Le lendemain, Rudus est rassuré, il est enfin guéri, son impuissance a disparu. Il se présente devant Luke et la princesse Ariel afin de les remercier. Il promet de venir à son secours si jamais elle a besoin de son aide. La princesse Ariel garde bien ses paroles dans un coin de sa tête, mais avant que Rudus ne l'aide à conquérir de nouveau son royaume, il doit partir sauver sa mère à la cité labyrinthe de Lapan. Il en profite également pour demander la main de Sylphie, qui accepte de l'épouser. Il ne reste plus qu'à patienter la partie 2 prévue pour le 7 avril, pour voir la nouvelle vie que mènent désormais ensemble Rudus et Sylphie.